vais devoir dire à un ministre qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on revient chez soi. Parce qu'il y a quelques semaines, vous étiez encore membre du conseil d'administration de la CGEM. Bien. Bonjour à tous, monsieur le chef de gouvernement, messieurs les ministres, chers amis. D'abord, c'est un réel plaisir d'être là. Ce n'est pas la première fois que je passe de la sphère privée à la sphère publique. Ce que ça m'interpelle, c'est la réflexion suivante. Nous avons besoin d'approfondir la réflexion sur la mise en place d'un dispositif pour créer les conditions d'encouragement de ce passage entre le secteur public et le secteur privé, dans les deux sens. Aujourd'hui, plus que jamais, alors qu'il y a des réformes importantes à mener, nous avons besoin de hauts profils qui ont fait leurs armes dans les différents métiers de la sphère privée et que, au sein de l'administration, nous n'en avons pas forcément. Et donc, je pense que cela permettra d'abord de conduire de manière accélérée ces réformes et de l'autre côté, facilitera certainement la communication et les passerelles et la compréhension entre ces deux mondes. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne fait pas longtemps que je suis là, donc je ne prendrai pas autant de temps que mon ami Moulay Hafid, qui lui a 4 années de recul au sein du ministère. Mais ce que j'ai pu constater en très peu de temps, c'est que, je peux vous le résumer en une phrase, nous avons besoin pour notre pays d'accélérer le rythme de la croissance, pour une économie plus forte, pour une économie inclusive. En une phrase, c'est ce que je pense aujourd'hui comme devant être la priorité du moment, pour la simple raison que, d'un côté, c'est le seul moyen qui permettrait d'apporter une réponse à la problématique de la création d'emplois pour nos jeunes, et de l'autre côté, c'est ce qui permettrait de dégager des marges budgétaires pour apporter des réponses à un certain nombre d'attentes devenant urgentes mais légitimes de la part de nos concitoyens. Elles concernent bien évidemment l'éducation, la formation, la santé, mais également et surtout la réduction des disparités sociales et spatiales. Nous avons donc besoin, pour accélérer ce rythme de croissance, nous avons besoin évidemment de beaucoup plus d'investissement. L'investissement public, avec toutes ses composantes et ses démembrements, n'est pas suffisant. Il faut que tous les amis ici autour de la table, ces opérateurs économiques, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, comprennent que c'est en agissant ensemble, en se faisant confiance, en investissant, qu'on va pouvoir créer les conditions pour que le développement national, qui a été appelé à plusieurs reprises par Sa Majesté le Roi, dans différents discours, puisse s'opérer. Donc si j'ai un message aujourd'hui, un premier message à passer, c'est bien celui-là. Faisons-nous confiance pour aller de l'avant, et je peux vous dire très concrètement quelles sont les mesures à court terme qui peuvent être menées pour asseoir cette confiance, pas pour l'installer définitivement, mais pour apporter un certain nombre de réponses concrètes à des nœuds que je pourrais qualifier de nœuds gordiens qui sont installés depuis un certain temps. Je pourrais citer peut-être 2 ou 3. La problématique du crédit de la TVA, les délais de paiement et, ça a été cité tout à l'heure, l'accès au financement pour l'entreprise de manière générale et plus particulièrement pour la TPE et la PME. Alors si Stephen Chabon, j'aurais souhaité ne pas rentrer avec vous dans des éléments de détail, mais vous venez d'être nommé, donc vous avez besoin de temps pour pouvoir ingurgiter. Vous n'avez pas les 4 années de route. Mais il n'empêche que, et d'ailleurs ce serait à l'avenir une recommandation pour que les ministres de l'économie et des finances soient nommés au mois de janvier, février, mars, et éviter qu'ils tombent à un moment où c'est la préparation d'un dossier qui est important, qui est la loi de finances. Donc sans rentrer dans le reste des dossiers que vous avez en main, je ne citerai que la révision du code de la douane, la réglementation de change,
promotion du partenariat public-privé, et d'autres qui sont inscrits dans le partenariat public-privé à travers le comité entre la CGEM et le gouvernement. Mais sur la loi de finances, encore une fois, sans entrer dans les détails, est-ce que, avec le recul que vous avez aujourd'hui, vous avez votre vision en matière de politique économique qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions de manière à régler ou à enclencher la croissance dont vous avez parlé? Il y a un certain nombre de points qui ont été évoqués tout à l'heure en arrivant, notamment par Safir, en tout cas celui que j'ai écouté, tout ce qui concerne les conditions qui permettraient de favoriser le climat d'investissement, d'améliorer le climat d'investissement dans son ensemble. Je citerai quelques exemples. D'abord, la facilitation des procédures, de manière générale, la réduction des délais de traitement des dossiers, la transparence dans la relation à l'entreprise et, naturellement, un recours massif, et ça a été dit ce matin, un recours massif à l'utilisation des technologies de l'information dans la préparation de tout cela. Mais au-delà de ce travail qui doit être fait, d'un certain nombre d'axes qui aujourd'hui constituent probablement le socle autour duquel nous allons bâtir ce plan de développement national qui a été évoqué. Je pense qu'il faut se libérer ensemble de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que les opérateurs économiques évoquent la problématique, par exemple, du crédit de TVA. Et donc aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, pour être pragmatique, nous prenons l'engagement de rembourser tout le passif qui a été constitué au fil des années et nous prenons l'engagement de respecter effectivement les conditions qui sont dans les textes actuels, à savoir le remboursement dans des délais qui sont d'ailleurs dans les textes de quelques mois. Nous avons la problématique des délais de paiement, ça a été repris effectivement par la presse, c'est un sujet effectivement important, parce qu'il pompe les liquidités de l'entreprise et peut conduire effectivement à parfois même à la liquidation de certaines d'entre elles. Sur ce dossier, évidemment, il y a deux points qu'il faut souligner. Le premier, c'est que il y a l'État, les collectivités locales d'un côté, et il y a les établissements et les entreprises publiques de l'autre. Si pour l'État et les collectivités locales, en examinant les dossiers, nous allons pouvoir trouver assez rapidement des solutions, pour les entreprises et les établissements publics, la problématique est plus importante et plus complexe. Et je vais donner juste un ou deux points de précision pour comprendre. Certains établissements ont besoin simplement d'améliorer leur process de gestion pour que les délais de paiement soient améliorés. Et donc nous avons mis en place un mécanisme qui permet d'assurer le monitoring de ces délais de paiement et une surveillance de très près pour que tout cela se fasse de manière beaucoup plus rigoureuse que par le passé. En revanche, il y a certains établissements et entreprises publiques qui sont dans une situation à leur tour de trésorerie qui est compliquée et il y a besoin d'engager des réformes en profondeur pour pouvoir dépasser la situation. Et ce que nous allons faire, et nous allons l'inscrire probablement dans les projets de loi de finances chaque fois en tout cas que c'est nécessaire parce que souvent il y a des textes qui régissent ces établissements, nous allons engager ou enclencher le processus qui permet effectivement de préparer tout cela. Cela permettra, et je souhaite insister là-dessus, cela permettra à très court terme à vous, opérateurs, de saisir un certain nombre d'opportunités pour s'insérer dans ce processus et pour probablement, et c'est notre souhait, que vous puissiez apporter la gouvernance du privé pour accélérer le rythme de croissance, apporter des liquidités supplémentaires qui permettent de se libérer uniquement des besoins de l'État et des deniers publics. Le troisième point, c'est que nous allons effectivement, vous l'avez souligné dans votre question, tout ce qui concerne les partenariats publics-privés, auxquels nous n'avons pas eu recours suffisamment par le passé. Il y a eu quelques exemples, d'ailleurs réussis, mais qui ont besoin d'être, là encore, accélérés pour qu'on puisse ne pas freiner ou inhiber le rythme d'investissement du public.
Et nous avons remarqué au niveau du texte qui existe actuellement qu'il y a un certain nombre de limitations qu'il faut dépasser. Et donc, dans les semaines à venir, nous allons examiner en Conseil de gouvernement des modifications de ce texte qui permettent d'avoir davantage de souplesse pour réaliser encore plus d'opérations en ayant recours à ce mécanisme. Alors, si Ben Chaboun, sur la partie fiscalité, puisque c'est le dossier qui est en priorité engagé, même si Moulahfed Mahalami m'a dit pose-lui toutes les questions parce qu'il a très très vite enclenché le... Il m'a soulagé, c'est très bien. Il sait tout, parfait. Alors, la question qui va venir, c'est que la fiscalité locale, je comprends que ça demande probablement un peu de temps et qu'on envisage de l'évoquer lors d'assises dans le futur. Les délais de paiement, vous avez réglé, je dirais, il y a une très grande discussion là-dessus, vous avez même pris des décisions vis-à-vis des institutions publiques pour qu'elles payent à temps, et vous avez même demandé lors de la réunion que les institutions privées fassent la même chose vis-à-vis de leurs fournisseurs. Une question sur les impôts de manière générale. Je sais que la pression sur les impôts, je sais que la pression est là, que vous avez probablement une orthodoxie financière à respecter. Nous sommes sous le regard des instances, nous avons des ratios qu'il faut respecter, mais en même temps, les attentes des opérateurs font qu'il faut lancer le process, il faut lâcher. Alors, et ils craignent que le peu de temps que vous avez ne vous permette pas de prendre les risques qu'il faut en investissant, même en situation difficile, et d'aller chercher les réductions ou les économies ailleurs. À titre d'exemple, vous avez une loi organique des finances qui vient après la loi fondamentale et qui normalement est opérationnelle à partir de 2018 et qui fait que chaque investissement public doit faire l'objet d'une évaluation. Est-il pertinent ou pas? Est-il rentable ou pas? N'allons pas nous engager? Et probablement qu'on pourrait voir des montants récupérés pour financer vos besoins sociaux, etc. Même chose pour ce qui est des investissements en infrastructure. Je pense que vous dépensez globalement, je crois, 200 milliards de dirhams par an en infrastructure. Beaucoup se disent, est-ce qu'on pourrait limiter un peu les infrastructures en construction au profit de l'immatériel, de la formation, du capital humain, et ne serait-ce que prendre juste 10% de ces montants, les orienter vers du capital productif, vers quelque chose qui va être rentable, plutôt de continuer dans le même process qui dure depuis des années. Il est évident qu'il y a une réflexion importante à mener pour opérer les choix pertinents d'investissement. Et je pense que ça doit être un des axes fondamentaux autour desquels il faut organiser cette nouvelle vision de plan de développement national. Quand on regarde les investissements en termes d'infrastructures, évidemment, je crois qu'il faut faire la part des choses. D'un côté, vous avez des investissements qui sont rendus nécessaires parce que les besoins des populations sont là, comme les barrages, le plan national de l'eau, etc. Et ça se chiffre en centaines de milliards de dirhams sur une dizaine d'années. Et c'est des investissements qui sont incontournables. Seulement, il faut que le modèle de développement soit davantage revu par rapport à ce qui s'est passé jusqu'alors peut-être, pour qu'on puisse en assurer la viabilité économique. Parce que même si on envisage ces investissements dans le cadre d'un partenariat public-privé, si économiquement ça ne tient pas la route, ça coûte cher in fine. Et donc, il faut que les business models ou les plans d'affaires qui sont derrière ce genre d'investissement soient évalués proprement. Et le mécanisme de financement, évidemment, ça devient juste un outil qui permet de réaliser l'opération. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, nous, ce qu'on pense, c'est que le secteur privé a un potentiel extrêmement important pour aller plus loin en matière d'accompagnement de ces investissements. En tant que secteur marocain, privé marocain, et en tant que secteur privé marocain capable d'assurer ou de chercher des partenaires à l'international pour réaliser ces investissements. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que de plus en plus, il y ait un travail dans 3 directions. La première, c'est de dire il faut qu'on prépare pour la PME
un cadre de par la loi, c'est-à-dire on monte d'un cran par rapport à ce qui existe aujourd'hui pour lui permettre de créer, d'avoir un cadre de fonctionnement beaucoup plus favorable que ce qu'elle a eu jusqu'à présent. Donc l'équivalent de ce qu'on appelle un Small Business Act, qui est une loi qui permet évidemment de regrouper l'ensemble des avantages qui concernent la PME. Alors je pense évidemment à l'accès à la commande publique, mais je pense également à tous les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour assurer l'accès au financement. Et hier encore, je parlais avec le directeur général, qui est avec nous d'ailleurs, M. Sagrini, de la CCG, et on s'est mis d'accord pour travailler dans deux directions. La première consiste à regrouper tous les mécanismes de garantie qui existent aujourd'hui, en nombre de 12, pour les ramener à deux. À deux, pour que la communication vis-à-vis de la PME soit simple et compréhensible, et que la mise en place de ces mécanismes, par le système bancaire en particulier, soit également facilitée. Alors, les 12 programmes, je ne vais pas les détailler, mais globalement, on veut simplement un fonds de garantie pour la trésorerie ou pour les besoins en fonds de roulement, un fonds de garantie pour l'investissement. D'accord ? Donc, ça sera que ça. Et il y aura un certain nombre de conditions, et je vous demande de me suivre là-dessus, des conditions qui seront de plus en plus favorables chaque fois que la gouvernance est améliorée. Chaque fois que la gouvernance est améliorée. Et l'appréciation de la gouvernance ne se fera pas par l'État, mais on va la confier simplement à des auditeurs externes, à des commissaires aux comptes qui vont évaluer. S'il y a de l'amélioration, il y aura le taux de garantie sera meilleur, les conditions d'accès à ce garantie, c'est-à-dire les commissions qui sont prélevées, seront réduites. Voilà, comme le fait d'ailleurs le système bancaire, et on pense qu'avec ces regroupements, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que nous avons jusqu'à présent. Dernière chose, dans cette même catégorie d'outils sur lesquels on essaie de travailler, c'est pour l'adresse de la TPE. On a une partie de la TPE qui est effectivement gérée par le monde bancaire, une partie qui est gérée par les associations de microfinance. Et il y a la microfinance est plafonnée aujourd'hui à 50 000 dirhams. Et donc on se retrouve avec quelques centaines de milliers de TPE qui sont dans un no man's land, c'est-à-dire dans une situation où ils ne peuvent être financés ni par les uns ni par les autres. Et donc j'ai demandé à ce qu'on introduise une modification de la loi qui permet de faire en sorte qu'on relève ce plafond, que ces TPE puissent être financées également par les AMC, c'est-à-dire les associations de microfinance, et que la CCG puisse apporter une contribution qui permet à des taux réduits de globalement baisser le taux de financement pour la TPE. Merci. Donc des possibilités de financement pour les entreprises. César Renaud en parlait tout à l'heure avec les nouveaux produits que va engager la CDG. Mais maintenant, votre expérience en tant que banquier va-t-elle amener, vue du ministère, à probablement une relecture de l'action ou du rôle de la banque dans le financement, peut-être directement ou à travers des relais? Et deuxième question, cet esprit de concertation qui est très intense pendant la loi de finances, où il y a des débats, où on prépare le PLF, il y a un comité qui est désigné pour travailler avec l'équipe des finances qui sont là. On a eu quelques interventions hier là-dessus. Est-ce qu'il peut y en avoir aussi de manière permanente avec le ministère des Finances? Alors, je vous donne un exemple. Hier, nous avions 10 ateliers. 10 étaient pleins. Mais il y en a 2 on n'avait plus de place pour les personnes. C'est celui du digital et celui de l'intelligence artificielle. Et la grande question qui est évoquée, c'est que dans les années à venir, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître du fait de la robotisation et de tous ces problèmes, et que si nous ne sommes pas dans une logique de vision, avec une prise en compte, quels que soient les efforts que vous allez faire dans la lecture du rôle du gouvernement pour réduire le chômage, pour créer de l'emploi, la vitesse de disparition d'emplois va être encore plus rapide. Je prendrai un autre exemple.
qui est celui qui a été évoqué, celui de la donnée, les data. Vous êtes probablement le ministère qui a le plus d'informations concernant les citoyens, les entreprises, les opérateurs, tous ceux qui sont actifs, parce que vous êtes amenés à les accompagner, à les imposer, à les suivre. Nous avons un grand souci par rapport à la maîtrise de notre data, qui aujourd'hui est gérée par les GAFA, par d'autres acteurs en Chine, etc. Est-ce que vous intégrez ça dans la lecture de votre projet de loi pour initier une impulsion avant qu'il ne soit trop tard, pour enclencher une facilité avant qu'il ne soit trop tard, ou devrions-nous peut-être envisager un projet de loi de finances et puis réserver une partie, ce qu'on appelle tout ce qui est incertain et que l'on peut gérer de manière opérationnelle et rapide? Alors, il y a deux volets dans votre question. Il y a un qui concerne la banque et un autre qui concerne le monde digital et les évolutions futures. Je commencerai peut-être par le deuxième. Il est évident que le monde est en train de s'acheminer vers une révolution qui est en train de se préparer, évidemment, sous l'impulsion des GAFA, et qu'il y a un certain nombre de tendances irréversibles et contre lesquelles aucun pays ne peut s'opposer. C'est comme un tsunami qui est en train d'emporter avec lui, dans son passage, tout ce qui s'y trouve. Je voudrais vous dire la chose suivante. Le projet de loi de finances, pour les quelques jours qui restent, ne peut pas traiter de cette problématique. En revanche, nous sommes clairement conscients du fait que ce sujet doit être adressé avec davantage de dynamisme pour que le Maroc ne rate pas une vague ou un train qui est en train de passer et qu'on ne monte pas dedans. Le fait que vous souligniez qu'il y ait peu de présents hier à ces deux ateliers montre à l'évidence que le niveau de conscience par rapport à ce souci n'est pas à son apogée encore. Il y avait un maximum de monde, je disais. Ah d'accord. Non, on n'a pas pu faire accéder tout le monde dans la salle. Donc, tant mieux. C'était plein. Les jeunes, d'ailleurs, de l'ISCAE étaient là, mais y compris les chefs d'entreprise. Très bien. Donc, moi, ce que je pense, c'est que d'un côté, l'État a pris conscience de la chose et on voit qu'il y a un certain nombre de projets structurants qui vont conditionner la vie des citoyens et des entreprises à l'avenir. Certains ont été cités ce matin pour ce qui concerne la relation, par exemple, de l'entreprise ou de citoyens à l'administration. Il y a d'autres qui sont en train de se préparer, comme le registre social unifié, qui va concerner des millions et des millions de populations. Et donc, naturellement, l'usage des technologies par les citoyens sera leur quotidien. Et donc, c'est une transformation en profondeur qui va s'opérer au sein de la société marocaine par la force des choses. Et la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que dans notre pays, nous avons un taux d'utilisation des mobiles qui est extrêmement élevé, un des meilleurs au niveau de la région à laquelle nous appartenons. Et puis nous avons un taux d'équipement en smartphone qui permet effectivement un usage fort des applications nouvelles qui est également très élevé. Et par conséquent, nous avons les ingrédients pour le faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on prépare les conditions pour qu'il y ait l'émergence d'une pépinière d'entreprises capables de prendre sa part dans cette nouvelle économie. Et pour cela, ce n'est pas cette loi de finances, évidemment, encore une fois, qui pourrait le traiter, mais évidemment, il faut des réunions spécifiques, une concertation avec les concernés pour préparer la plateforme nécessaire pour ce faire. Concernant les banques? Alors, concernant le système bancaire, je crois que je parlais tout à l'heure de la relation à la PME. Et je crois que c'est le nœud du problème, parce que la grande entreprise se finance sans aucun problème. La PME, d'abord organisée. La PME, qui a une gouvernance appropriée, se finance sans problème. Et non seulement ça, mais je peux vous dire, pour avoir exercé pendant plus de 10 ans à la tête d'une banque, qu'il y a beaucoup de ces PME qui accèdent au crédit sans aucune garantie. Et ce qu'on veut faire en passant par la CCG, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu de mettre en place un mécanisme
qui fait que la PME est intérêt à aller vers cette gouvernance parce qu'il y a des avantages qui vont être alignés en face. Parce qu'on va pouvoir lui permettre d'accéder à de nouvelles sources de financement, parce qu'on va lui baisser les conditions tarifaires, parce que, etc. Donc c'est le sens de ma requête envers vous. Allons ensemble vers une gouvernance meilleure, mettons en place les mécanismes qui permettent de faire en sorte que la structure bilancielle des PME s'améliore un peu. Et je disais encore hier dans une discussion dans ce cadre qu'il faut qu'on puisse mettre en place des mécanismes qui améliorent les fonds propres des PME. Parce que souvent, le vrai souci, c'est que nous avons 90% de nos PME qui sont sous-capitalisées. Et j'ai demandé à ce qu'on mette en place, là encore, un mécanisme qui permet non pas de rentrer dans le capital, parce que c'est difficile et ça n'est pas accepté par la majorité des PME, notamment qui ont un caractère familial, mais de mettre en place quelque chose qui ressemble aux fonds propres, qu'on appelle des quasi-fonds propres, c'est-à-dire de la dette subordonnée, et de la financer à des taux intéressants. Le fait qu'on puisse faire ça permettra d'améliorer la structure bilancielle de la PME et de lui permettre par ricochet tout de suite d'accéder au crédit bancaire. Donc évidemment, mon expérience bancaire, puisque vous y faites allusion, me fait dire qu'il faut envisager ce genre de mécanismes qui permettront probablement pas de dépasser à 100% le problème de l'accès au financement, mais de faire en sorte que plusieurs dizaines de milliers de PME puissent y accéder à l'avenir. Yassine Benchaboun, nous n'allons pas mettre plus de pression en sachant que vous avez besoin de temps pour intégrer le reste, mais je sais que plusieurs des dossiers vont être programmés pour 2019, qu'il y a beaucoup d'intentions en termes de concertation et d'échange, mais les opérateurs privés ici veulent aussi que vous ne mettiez pas trop de pression non plus, notamment sur le plan fiscal, parce qu'il y a des attentes et que la relance ne se fera pas s'il n'y a pas une prise en compte des ingrédients nécessaires pour que cette relance se fasse. Alors adressez-vous peut-être à ces opérateurs et dites-leur qu'est-ce que vous leur préparez sur ce PLF. Ce que je prépare, ce que j'attends d'eux, ce que j'attends des opérateurs, c'est que d'un côté, l'État s'engage et respecte ses engagements, comme je viens de le dire, et de l'autre côté, les opérateurs, à leur tour, investissent et dans le cadre éthique et de confiance. C'est tout. Merci.